Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence présentée par Récolte. C'est la troisième de suite quand même. Et je remercie d'ailleurs Récolte d'être aussi impliqué dans notre salon cette année. Malgré les défis qu'on avait à affronter, ils ont été là au début, ils sont là jusqu'à la fin. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est accompagner les innovateurs et innovatrices de demain. Donc, dans le bouillonnant monde de l'entrepreneuriat social, la route est parfois longue et sinueuse pour transformer une bonne idée en projet concret, viable et générateur d'impact social positif dans la communauté. La résistance au changement, les aléas de l'industrie, le comportement des consommateurs et maintenant les pandémies modifient particulièrement l'approvisionnement, la production, la transformation et la distribution alimentaire. Ces modifications constituent à la fois des freins et des leviers pour l'innovation. Comment mobiliser la communauté afin de faire émerger ces initiatives pertinentes pour transiter vers des systèmes alimentaires plus adaptables, équitables, diversifiés et inclusifs? Ce sont les questions auxquelles Jacques Blanchet et ses intervenants vont tenter de répondre. Je vais faire un petit focus sur Jacques. Jacques est chargé de projets à Radi chez Récolte. Jacques souhaite apporter plus d'innovation dans le développement du système alimentaire montréalais. Il fait des jumelages improbables et perturbe le statu quo. Passionné d'innovation depuis l'âge de 5 ans, Jacques a été artiste en art visuel, ensuite développeur de normes internationales, puis conseiller en développement durable et gestionnaire de croissance pour des organisations à fort potentiel. Jacques s'appuie donc sur ses années d'expérience professionnelle dans ces secteurs très variés pour développer des projets hors normes et axés sur l'accessibilité sociale. Il amène à Récolte une vision holistique, des angles inusités d'intervention, son réseau local et international et sa bonne humeur légendaire. Jacques, je vous laisse la place pour introduire votre panel. Merci beaucoup, Xavier. C'est très gentil. Merci beaucoup, Xavier. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à cette dernière intervention de Récolte pour le CIAL et pour la première journée du CIAL 2020. Ce CIAL virtuel qui est pour la première fois entièrement 100% virtuel. Donc, on espère avoir des gens de partout dans le monde. D'ailleurs, pour l'information de tous et toutes, la conférence est enregistrée et elle sera placée sur le site du CIAL et sur la chaîne YouTube du CIAL tout de suite après, lorsqu'on va avoir terminé. Alors, aujourd'hui, on a 3 magnifiques panélistes. J'ai choisi ces 3 personnes-là parce qu'ils apportent une vision tout à fait singulière au développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation à Montréal. Ils apportent une vision qui est très particulière, qui est liée à leur vie personnelle, qui est liée aussi à tout le contexte montréalais de l'entrepreneuriat et comment on amène l'innovation à Montréal, comment on amène l'entrepreneuriat, particulièrement dans le secteur alimentaire. Alors, notre première panéliste, c'est Géraldine Martin. Bonjour Géraldine. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors, Géraldine est directrice de l'entrepreneuriat au service de développement économique de la Ville de Montréal. Elle va nous parler évidemment de l'entrepreneuriat et un peu de l'état de l'entrepreneuriat à Montréal et comment ça se passe et qu'est-ce que fait aussi le service de développement économique de la Ville de Montréal pour favoriser l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on va peut-être avoir la possibilité d'avoir quelques scoops de dernières études qui sont en train de se réaliser, qui ne sont pas tout à fait encore publiées. Notre deuxième intervenante, c'est Shirley Dupuis. Bonjour Shirley. Bonjour à tous. Qui a parti une entreprise d'elle-même, sans accompagnement. C'est un peu la combattante de l'entrepreneuriat. C'est celle qui contre vents et marées, avec énormément de détermination, a réussi à partir son entreprise et la fait vivre à tous les jours. Donc, on va entendre un peu son histoire et comment elle se débrouille avec ça aujourd'hui dans le contexte actuel. Notre troisième panéliste, c'est Guillaume Quentin. Bonjour Guillaume. Allô. Alors, Guillaume, c'est un peu c'est aussi un entrepreneur, bien sûr, mais c'est un peu le contraire de Shirley. C'est-à-dire que Guillaume, lui, a profité d'une multitude, et encore aujourd'hui, de programmes d'accompagnement, de mentorat, de cohortes d'accompagnement, de programmes d'incubation, d'accélération. Je pense que s'il y a quelqu'un qui fait de l'accompagnement en série, c'est Guillaume. Alors, vous allez voir, on a vraiment des histoires qui sont très différentes. On a des vécus qui sont très différents, qui amènent une vision singulière à l'entrepreneuriat, au développement de l'entrepreneuriat au Québec et à la Ville de Montréal. Avant qu'on aille plus loin, juste pour vous dire que cette conférence-là fait partie d'une série de 3.
Donc, il y en a une autre qui parle de la ferme à l'Ardoise. Donc, c'est 3 conférences qui sont organisées par Récolte dans le cadre du CIAL. Un projet qui s'appelle la ferme à l'Ardoise et le deuxième, c'est les Food Hubs. Ah, tiens, voilà. Donc, nourrir l'innovation, c'est le thème de nos trois panels. Et donc, de la ferme à l'Ardoise, qui est déjà en ligne, si je ne m'abuse, sur la chaîne YouTube du CIAL. Et les pôles alimentaires, donc les Food Hubs, l'innovation sociale au service d'un système alimentaire résilient, en anglais, cette fois-ci, avec des intervenants d'un peu partout dans le monde. Alors, Géraldine, je vous passe le micro et pour nous parler de l'entrepreneuriat, le développement de l'entrepreneuriat à Montréal et le développement de l'innovation au Québec et à Montréal en particulier. À vous. Merci, merci Jacques, je vous remercie. Bonjour Shirley, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci aussi Xavier pour le mot d'introduction. Très content d'être parmi vous ici aujourd'hui. Vous avez parlé, Jacques, de développement de l'entrepreneuriat. Il faut comprendre qu'on est dans un autre monde aussi aujourd'hui. Drôle de coïncidence, hein, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, peut-être en même temps qu'on se parle là, que la ville de Montréal va peut-être passer en alerte rouge. Mais nous, on pense que l'entrepreneuriat peut être une solution à bien des problématiques. Donc, c'est comme ça qu'on le regarde. Donc, je vais vous parler un peu d'avant. On a des tendances d'avant et un peu de comment on se situe au jour d'aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat et comment on met en place un certain nombre d'initiatives pour essayer de se sortir de cette crise, évidemment. Mais d'abord, retournons un petit peu en arrière. Bon, en mars, hein, on s'est tous retrouvés évidemment confinés, nous les premiers aussi à la ville en télétravail. Et immédiatement, on a mis sur place en fait une ligne d'information pour que tous les entrepreneurs puissent nous rejoindre et savoir quelles aides pouvaient être éventuellement disponibles pour eux. En fait, on a été un petit peu pris de court en fait quelque part pour être honnête dans le sens où le premier jour, on a eu plus de 800 appels de toutes formes, soit sous forme de demande électronique, soit des appels directs. Et les gens étaient désespérés, donc des entrepreneurs qui nous ont livré des témoignages assez poignants. Je vais me permettre de vous en lire un ou deux pour que vous compreniez un petit peu dans quel… vous le savez, hein, vous êtes pour la plupart certains entrepreneurs, mais nous, on s'est basé vraiment sur ce qu'on a ressenti sur le terrain pour construire après et mettre en place des programmes d'aide. Donc, des témoignages du type « Mon restaurant subit les contre-coups de la situation avec le Covid. Il y a eu des mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour aider les PME. Comment puis-je recevoir cette aide? Je suis totalement perdue. J'ai quand même un loyer, des employés, de la marchandise, des taxes, l'hydro, etc. à payer. J'ai appelé la banque avec laquelle je fais affaire. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. » Ça, c'est un message, je vous dirais, quasiment normal. On en a eu certains plus difficiles. Bonjour, nous avons un salon de coiffure qui jusque-là fonctionnait très bien. Là, brutalement, plus de clients et surtout la panique pour l'équipe ainsi que pour tous les clients. Nous avons dû le fermer le 16 mars après plus de 25 ans de travail. C'est complètement fou. Je ne sais plus quoi faire, etc., etc. Donc, quand on a ce genre de retour-là, tu mets de côté un peu tout ce que tu étais en train de faire, évidemment, et tu dis qu'est-ce que je peux mettre en place comme type de programme, de projet pour aider ces gens-là, tout en soutenant ceux qui veulent aussi se lancer en affaires, poursuivre, trouver des solutions. Donc, vous l'avez peut-être vu, en fait, la ville a mis en place plusieurs mesures d'urgence dans un premier temps. Vous connaissez peut-être le réseau PME Montréal, qui est notre réseau d'accompagnement et de financement des entreprises sur le territoire. C'est 150 personnes, en fait, qui sont des conseillers et qui peuvent aider les entrepreneurs. Mais ces gens-là, en fait, tous les clients du réseau PME Montréal, on leur a offert un moratoire sur capital et intérêt pour leur donner, en fait, de l'air. OK? Ça, c'est un exemple. Je ne voudrais pas vous détailler tous les plans parce que je veux parler de positif aussi, là. Mais nous, en fait, on a plusieurs moyens pour aider les entrepreneurs. On a, comme vous le savez peut-être, 3 principaux moyens. Le premier, en fait, c'est venir soutenir les organismes, en fait, à but non lucratif, qui sont des accompagnateurs, en fait, d'entreprises. On a aussi la possibilité de développer des règlements. Donc ça permet à des entreprises d'avoir du financement, mais c'est très, très structuré. Premier arrivé, premier servi. Donc, par exemple, on a des programmes de rénovation dans le secteur du bâtiment industriel. Et on a le réseau PME Montréal qui offre de la subvention ou de la dette, des prêts, de manière directe aux entreprises. Mais nous, la ville, moi, mon équipe, là, on n'octroie pas de l'argent comme ça aux entreprises directement. En fait, on n'a pas le droit.
OK? Donc, c'est les 3 moyens dont on disposait finalement pour aider pour soutenir l'entrepreneuriat. Donc, avant la COVID, là, mon métier, moi, c'était vraiment de soutenir le démarrage à fond, en fait, des entreprises et aider tous ceux qui étaient en croissance à encore aller plus loin. Là, avec le contexte actuel, c'est mettre en place des mesures d'urgence pour essayer d'aider les entrepreneurs à passer au travers de la crise. Mais, et j'insiste, c'est aussi soutenir l'innovation au sein des jeunes entreprises qui lâchent pas, en fait, qui lâchent pas prise là et qui poursuivent leur mandat et qui veulent se lancer en affaires. Donc, en fait, on a lancé un premier plan de relance économique le 17 juin. Donc, je reviens parce qu'en arrière, on avait des mesures d'urgence, plan de relance économique, phase 1, et là, on est en train de plancher sur une phase 2, okay, de soutien et d'aide. Mais dans la phase 1, l'entrepreneuriat et l'écosystème start-up étaient pour nous prioritaires. Et en fait, on a annoncé un nouveau programme, et là, je vais vous donner quelques primeurs parce qu'en fait, ce programme-là, il va être en fait annoncé mercredi. C'est prévu que ce soit mercredi, mais ça tombe mal, là, on se parle aujourd'hui ensemble, donc j'aimerais ça vous en dire un petit peu quand même parce que je ne peux pas vous laisser sur votre faim comme ça. L'idée, c'est pouvoir soutenir des startups à hauteur quand même de 50 000 $ par projet, donc c'est pas rien. 50 000 $ par projet, dans la mesure où ces startups-là, en fait, se s'allient ou créent un maillage avec une grande entreprise. On pense que la grande entreprise doit aussi donner un coup de main et nous, on est prêt à financer la startup, la jeune pousse, on dit start-up, mais nous, c'est au sens large, hein, la jeune entreprise en démarrage, pour l'aider sur ses tests, sur son prototypage, et autant qu'elle soit partenaire avec une grande entreprise. Donc, tous les détails, vous les aurez mercredi. Là, notre élu va faire un dévoilement là-dessus. Mais ça faisait partie de nos priorités. Vous voyez, on aurait pu très bien se dire, on laisse tomber le soutien à l'entrepreneuriat, à la création des entreprises, mais pas du tout. On voulait vraiment les soutenir d'une certaine manière. Donc ça, c'est un exemple de projet parmi d'autres parce qu'il y en a plein d'autres. Et pourquoi on y croit encore? C'est parce que quand on retourne en fait en arrière, on a fait quand même un certain nombre d'études pour essayer de mesurer la fibre entrepreneuriale. Okay, il y a un certain nombre de chiffres qui ont déjà été publiés, mais on avait des chiffres très excitants là juste avant la crise. Et j'aimerais ça vous poser une petite question. J'aimerais ça savoir, mais je pense que vous avez un chat dans lequel vous pouvez essayer de répondre. Selon vous, avant la crise, replacez-vous avant là, mais selon vous, quelle était la proportion des Montréalais qui songeaient à se lancer en affaires, donc qui songeaient à lancer leur propre entreprise, donc juste avant la crise? Donc, quels étaient, selon vous, le pourcentage de Montréalais? Est-ce qu'on parle de 10%, 20%, 40%, 60%? Alors, j'ai quelqu'un qui nous dit 15%. Eh bien, je vais donner un indice, plus que ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut… Ah, on se rapproche. Donc, un petit peu moins de 35%. En fait, le chiffre exact, c'est 28,6%. Donc, c'est une étude qu'on n'a pas dévoilée finalement parce qu'on a eu les résultats en mars. Mais c'est quand même intéressant. Ça veut dire que 29% des adultes montréalais songeaient à se lancer en affaires. Okay, 29%. Donc, on va y aller sur 3. Exactement. Il y avait l'intention de. Alors après, il faut faire les démarches, hein, c'est toujours ce qui est plus dur. Mais déjà, avoir l'intention, c'est le bon point de départ. Et 2 ans avant, les intentions à Montréal étaient à 26%. Donc, on est passé de 26 à 29. Donc, nous, à 26, on se trouvait déjà pas pire. Puis, quand on compare le reste du Québec, c'est très bon aussi. C'est un tout petit peu plus bas, mais c'est des chiffres quand même très élevés. Et on se disait, c'est pas possible, ça peut pas continuer de monter. Mais oui. Donc, il y a quand même pour nous des assises, des fondements, il y a une fibre entrepreneuriale qui est quand même assez enracinée, solide, qui nous fait croire que même s'il y a une crise, les gens ont quand même des intentions qui vont rester assez élevées. Donc, de là, notre objectif de rester dans l'écosystème des jeunes pousses, appelez-les comme vous voulez, mais des jeunes entreprises innovantes. Ça, c'est sûr, on les veut innovantes. Mais ce chiffre-là nous donne des ailes quelque part là pour essayer d'encadrer en fait tous ces gens-là. Et on n'est pas tout seul, hein, évidemment. Nous, la ville, pouvez-vous… Alors, j'ai une question en même temps là de Julie. Pouvez-vous nous donner une comparaison avec une autre métropole? Je vais pouvoir vous donner, c'est une très bonne question. Je vais vous transférer les chiffres après. Je les ai pas sous la main exactement, mais on a des comparatifs avec d'autres métropoles. Ça reste des chiffres très élevés. Le défi qu'on a, c'est le passage à l'action.
Le passage à l'action est quand même pas pire. Là, quand on était autour de 26% d'intention, on était autour de 17% de passage à l'action. Donc, ça veut dire des gens qui commencent à entamer des démarches. Mais on aimerait évidemment que tous ceux qui ont l'intention se lancent vraiment et fassent vraiment des démarches. Et attention, on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tous non plus. On veut pas non plus pousser les gens à tout prix. On veut aussi bien les sensibiliser, leur fournir l'information et finalement on veut pas vendre un rêve et puis les gens après se retrouvent complètement démunis. Oui, on veut vendre un rêve, mais un rêve où les gens sont bien accompagnés, sont bien équipés. Puis je disais qu'on n'était pas seul parce qu'il y a tout un écosystème d'organismes qui accompagnent. Et ces gens-là, on les soutient aussi avec du financement dans le cadre par exemple, d'appel à projet. On organise ça comme ça. Donc, on va soutenir, par exemple, le CIBIM, par exemple, Récolte, par exemple, donc des organismes qui offrent en fait de l'accompagnement. Alors, maintenant, je reviens un petit peu, là j'ai déjà parlé de ça, je ne veux pas me répéter. Je veux vous parler un peu plus du secteur du bioalimentaire. Je pense que Jacques, dis-moi, il doit me rester 2 minutes ou quelque chose comme ça, c'est ça? Bon, c'est pas si mal, hein? OK. Le bioalimentaire, vous êtes sûrement tous assez connaisseurs ou sensibles. En fait, le programme dont je vous parlais de start-up, là, qu'on va lancer, eh bien, un des 6 secteurs admissibles au programme, c'est le bioalimentaire. OK? C'est un exemple concret pour vous dire que le bioalimentaire est l'une de nos priorités. En fait, on était déjà présents, mais on avait déjà l'intention d'y être encore plus. Et je dois être honnête avec vous, la crise fait en sorte qu'on se dit il faut vraiment être là, plus que jamais. OK? On sait qu'on a à peu près 20 000 emplois dans le secteur bioalimentaire. En fait, au niveau de l'agglomération, ça correspond à peu près à 13% de l'emploi, c'est 5% du PIB. Et Montréal, évidemment, est le premier centre de transformation alimentaire. Mais plus que ça, quand on regarde au niveau de la croissance, on voit que c'est en croissance notamment dans tout ce qui est dans des sous-créneaux, comme l'agriculture urbaine. Comme l'agriculture urbaine, par exemple, on a certaines études qui nous disent que d'ici 2025, on pourrait avoir un sous-secteur qui atteint 13 500 emplois. 13 500 emplois et actuellement, il y en a 2 700. Donc, de 2 700 à 13 500 donc dans le sous-secteur de l'agriculture urbaine. Donc, il y a tout un potentiel qui a évidemment à explorer. Dans le bioalimentaire, il y a évidemment certains défis, mais on est aussi en train de faire une étude dans ce secteur et j'aimerais aussi vous dévoiler quelques petites choses. L'étude n'est pas terminée, mais on a des conclusions qui s'orientent vers 6 grands défis. Donc, le premier, c'est le défi de la collaboration entre les entreprises et les intervenants du secteur. Je vais vous les donner un peu en vrac comme ça. Le deuxième, c'est un accompagnement présent, mais encore insuffisant pour les entreprises innovantes en croissance. Il y a beaucoup de très, très petites entreprises et beaucoup de très grosses, mais pas beaucoup de moyennes au milieu. Donc, les petites, il faut pouvoir les accompagner. Troisièmement, beaucoup de joueurs, la concertation peut être un enjeu. Quatrième défi, la réglementation, beaucoup de barrières, de freins. Je suis sûre que vous n'allez pas me dire le contraire. On travaille tous là-dessus. Infrastructure, équipement, des coûts très élevés pour la toute petite entreprise, difficile d'investir dans l'équipement. Ça, c'est les 5 principaux. Le 6e que j'ai rajouté, c'est évidemment la COVID qui rajoute une complexité, mais aussi des opportunités. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train aussi d'analyser un petit peu plus en profondeur et les résultats vous seront communiqués. Ça pourrait alimenter votre réflexion pour tous les entrepreneurs ou pour tout l'écosystème. Peut-être… Pour conclure, au niveau du service du développement économique, oui, on est représenté auprès de certaines instances, que ce soit le Conseil du système alimentaire montréalais ou encore au niveau du carrefour de recherche, d'expertise et de transfert de l'agriculture urbaine. Je regarde mes notes parce que je veux oublier aucun mot, donc le creto. Mais on finance au quotidien, là c'est peut-être un peu exagéré, mais régulièrement des organismes en fait qui accompagnent des entreprises ou qui en font émerger. Donc, c'est ce qu'on a fait avec récemment, ce qu'on fait avec le CIBIM, c'est ce qu'on fait avec le CIAL en soutenant en fait des startups, et pour qu'elles puissent switcher et venir avoir une vitrine finalement auprès de certains événements. Et c'est aussi, comme auprès de l'organisme Récolte aussi, notamment, on offre un certain soutien. Par ailleurs, PME Montréal, il faut savoir, PME Montréal, 20 à 25% de leurs dossiers sont dans le secteur bioalimentaire. Ça, avant, on n'avait pas ces chiffres-là. Donc, PME Montréal aussi est une belle ressource pour tout l'écosystème, se tourner vers eux pour avoir du financement, c'est quand même intéressant.
Je terminerai en vous disant que pour moi, l'innovation, on l'a souvent présenté l'innovation comme un vecteur de changement. Moi, je le vois vraiment plus que jamais aujourd'hui comme un vecteur de solution. On ne peut pas juste se réinventer pour se réinventer. Là, il faut résoudre des problématiques. Il faut que l'impact social soit présent. C'est vraiment l'orientation qu'a la ville actuellement. Et on croit beaucoup, comme le reflètent nos programmes, que tout passe aussi par la collaboration. On ne peut pas laisser les petites entreprises d'un côté et les grandes de l'autre. Les petites ont besoin d'un soutien, mais les petites nourrissent aussi les grandes entreprises avec leur innovation. Okay, des fois, les grandes ont du mal à bouger aussi. Et puis, après, les petites deviennent des moyennes qui deviennent des grandes. J'aime ça parler d'entraide circulaire, même si j'aime beaucoup le concept de l'économie circulaire. L'entraide circulaire est primordiale. Alors, voilà, c'est ce qui conclut de mon côté. J'espère que je ne parlais pas trop vite et que vous avez tous saisi, mais ça me fera plaisir de vous fournir par ailleurs d'autres informations. Merci beaucoup, Géraldine. C'est vraiment précis. On va passer tout de suite à Shirley Dupuis, qui est la fondatrice et directrice générale de Plantago. Shirley, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de Plantago? Comment c'est arrivé? Bien sûr, tout a commencé parce que souvent, lorsque je me retrouvais à l'épicerie, dans les rayons de fruits et légumes, il arrivait souvent que des personnes s'approchaient de moi pour me demander, des personnes d'origine ethnique différente de moi, pour me demander par rapport à la banane plantain, le manioc, comment qu'on apprête ces légumes-là, avec quoi on peut les accompagner, comment qu'on les mange. Donc, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un intérêt pour ces légumes-là, qu'il y avait un intérêt, une ouverture par rapport à ces légumes-là. Parce que bien souvent, les gens se promènent dans ces rayons-là, ils les voient, ces légumes-là, mais ils ne savent pas trop comment les apprêter. Étant donné que je suis haïtienne, d'origine haïtienne, je suis québécoise, d'origine haïtienne, je suis née ici au Québec. Alors, ce sont des aliments qui font partie de mon alimentation. Donc, je me suis dit, écoute, du coup, je suis bien placée pour pouvoir faire connaître ces produits-là. Et c'est ainsi que j'ai lancé ma gamme de produits prêts à cuisiner surgelés. Donc, on offre la banane plantain ainsi que du manioc. Donc, tout est surgelé, prêt à consommer. Donc, pas besoin de l'éplucher, de se casser la tête. C'est justement d'ouvrir le sac. Un peu le même principe quand on achète un sac de pommes de terre McCain. On le met sur une plaque, c'est prêt. Et ça fait un repas en 30 minutes et moins, savoureux et très bon pour la santé. Et en même temps, ça permet aux gens de découvrir des nouveaux légumes, et en plus, ce sont des légumes qui ont des apports intéressants sur la santé. Par exemple, le manioc, très conseillé pour les personnes qui ont des brûlures d'estomac. Un des caractéristiques de nos produits, c'est des produits 100% naturels, sans agents de conservation, sans additifs. Donc, c'est vraiment ce sont vraiment les légumes tels quels qu'on retrouve dans les emballages, parce que nous, on voulait, en fait, une de nos valeurs là, c'est la saine alimentation. Parce que souvent, ce qui est reproché aux aliments transformés, c'est l'excès de sel qu'on retrouve dans les aliments. Puis nous, on voulait se dissocier de ça. Donc, nos produits n'ont aucun sel rajouté. OK. Et donc, vous nous parlez de saine alimentation, vous nous parlez de faire découvrir de nouveaux aliments. C'est quoi les autres valeurs qui constituent Plantago? Il y a aussi la transparence. Nos produits sont transformés ici même à Montréal dans une cuisine qui respecte les normes de la MAPAC. On est dans une cuisine aussi végane, donc il y aurait aucune contamination croisée, aucune allergène. Donc pour nous, c'est important d'offrir un produit sain, naturel aux consommateurs. Une autre de nos valeurs aussi, c'est l'implication sociale. Donc, c'est très important pour nous de s'impliquer socialement. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation, donc j'ai toujours œuvré auprès des gens en situation de vulnérabilité. Donc, c'est très important. C'est dans mes valeurs aussi qu'éventuellement, Plantago puisse mettre la main à la pâte pour changer la vie des gens. Wow! Donc, je reprends là-dessus. Comment on passe d'éducatrice spécialisée à entrepreneur en alimentation? Parce que tout simplement, j'ai toujours eu la fibre entrepreneur depuis très longtemps. J'ai déjà été propriétaire d'une ressource intermédiaire pour les personnes déficientes intellectuelles
pendant plusieurs années. J'ai déjà eu une autre entreprise dans le passé. J'ai déjà participé à un événement. J'ai déjà été dans les jeunes entrepreneurs il y a très longtemps. Donc, avec les années, j'ai réalisé que j'avais la fibre entrepreneuriale, que je voulais relever des nouveaux défis. Donc, tout simplement ça. Maintenant, c'est de voir comment est-ce que je peux rallier les deux ensemble. Wow, vraiment intéressant ça. Et dites-moi, quels ont été les obstacles au démarrage de Plantago? Trouver l'information nécessaire pour démarrer. J'avais l'impression que c'était pas évident de trouver les informations, bon, surtout que j'œuvre dans le milieu agroalimentaire, donc j'avais de la difficulté à trouver l'information. Bon, j'ai contacté la MAPAC pour avoir de l'information. Eux, ils me répondaient ponctuellement, mais c'est pas vraiment de l'accompagnement. Ensuite, on m'a dirigé vers PME Montréal, mais PME Montréal aussi, c'est du court terme. J'avais pas l'impression je trouvais que c'était beaucoup au niveau de l'aide. Donc, je trouvais que c'était ça l'enjeu au départ quand j'ai trouvé l'information nécessaire pour démarrer. Donc, finalement, j'ai dû aller chercher l'information par moi-même. Je trouvais que c'était plus au niveau de l'aide au départ. Et quels sont les freins aujourd'hui au développement de Plantago? Pardon? Quels sont les freins aujourd'hui au développement de Plantago? Ben, présentement, moi, je sous-loue une cuisine chez les Aliments Racines à une journée par semaine, parfois parce que c'est une entreprise qui est en croissance, donc j'ai pas vraiment accès, j'ai pas plus de plage horaire à la cuisine, donc parfois je dois compléter le soir ou la fin de semaine, puis c'est pas évident parce que je suis maman de 3 enfants, donc c'est sûr que la vie familiale pour moi c'est très important, donc concilier les deux, ça aussi c'est un enjeu important quand on est une femme, de gérer une entreprise et puis en même temps d'avoir une famille. C'est sûr, ça fait depuis 1 an et demi que je suis à la recherche d'un local sur l'île de Montréal, c'est très difficile. Je pense que on en a parlé un petit peu tantôt, les normes, les exigences de la ville, à me demander de quelle façon on fait ça, de quelle façon on arrive à démarrer une entreprise dans le secteur alimentaire sur l'île de Montréal avec toute cette bureaucratie, tout ce qui est demandé. Surtout moi, j'œuvre dans les légumes, donc c'est pas j'ai les risques. Mes produits offrent très peu de risques. Alors, mais malgré ça, j'ai trouvé ça très, très difficile. Donc, avoir accès à un local avoir un accès sur l'île de Montréal, c'est très difficile. Il y a les normes, puis il y a très peu de locales aussi de disponibles aussi, et très peu de locales abordables aussi pour les jeunes entrepreneurs comme moi. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Je suis en discussion présentement pour un local, mais voyez-vous, à l'extérieur de l'île de Montréal. Donc, ce qu'on voit, c'est plus facile. C'était pas dans mes intentions au départ de quitter l'île de Montréal, mais la situation fait qu'on n'a pas le choix à un moment donné d'aller plus vers l'extérieur. Donc voilà. Donc, pour le moment, je dirais, c'est pour que Plantago puisse croître, puisse connaître une croissance, ce serait d'avoir ses propres locaux. OK. Puis est-ce que, toujours dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a des problématiques d'approvisionnement par rapport à ça, les prix, la disponibilité justement des produits, puis en lien avec toute la transformation que tu dois faire? En ce qui me concerne, non. Tous mes produits sont achetés ici même à Montréal chez les fournisseurs locaux. C'est sûr que mes produits ne poussent pas à Montréal, mais j'achète directement chez les fournisseurs locaux. Et en ce qui me concerne, j'ai pas de problème. C'est peut-être j'ai été un petit peu serrée par rapport à mes emballages et tout, parce qu'avec la COVID, bon, il y a eu tout ce qui s'est passé au port de Montréal. Il y a du retard au niveau des fournitures. Au niveau du fourniture, mais en termes de matières premières, en ce qui me concerne, je trouve pas de difficulté, mais j'ai entendu dire chez certains entrepreneurs que c'est pas évident présentement. Et comment va Plantago aujourd'hui? Comment va Plantago? Compte tenu du contexte, je suis satisfaite. Plantago va bien. C'est sûr que Plantago est en développement. Plantago se développe. Et Plantago a bien entendu des défis à relever. Comme? Parle-nous un peu. Par rapport au local, bien sûr. Par rapport au local. Par rapport aussi... le local, pour moi, présentement, c'est un frein à la croissance.
présentement, le local, c'est un frein à la croissance de Plantago parce que pour avoir, une fois que j'aurai un local, à ce moment-là, je serai en mesure d'engager, je serai en mesure d'installer toute la machinerie nécessaire. Donc, je pense que tout passe par le local. Pour moi, c'est un des enjeux les plus importants présentement. Et c'est quoi les développements qui sont à venir pour Plantago dans la prochaine année? Comme je l'ai mentionné, on aimerait beaucoup s'impliquer socialement. On aimerait aussi faire pousser des légumes, faire un mariage entre les légumes exotiques et les légumes qui sont disponibles ici au Québec. Donc, on aimerait faire pousser des légumes exotiques ici à Montréal. Donc, ça, c'est un projet qu'on a dans le futur. Bien sûr, avoir nos propres locaux et pour terminer, on aimerait avoir un distributeur pour offrir nos produits à plus grande échelle. Excellent. Ben, merci beaucoup, Shirley, pour ce temps-là. C'est un plaisir qui est vraiment partagé. Guillaume, maintenant, à votre tour, parlez-nous de la transformerie. Oui, allô tout le monde, très content d'être là avec vous. C'est vraiment un plaisir d'entendre Géraldine et Shirley. Ben oui, je vais vous parler de la transformerie. Juste regarder si mon partage d'écran fonctionne. Je crois qu'il ne fonctionne pas, mais je peux commencer à parler puis j'embarquerai après l'image si ça se détache. Mais tout ça pour dire, je vais commencer par une brève histoire, la brève histoire de la transformerie. Ce que j'aime dire de la transformerie souvent, c'est que c'est une idée qui est sortie tout droit des poubelles. Puis c'est pas juste pour dire la phrase, c'est vraiment ça qui est arrivé. À la transformerie, comment ça a commencé notre histoire, c'est que j'étais un chef de restaurant avant, puis avec un ami à moi avec qui on avait un lien là, lié au travail, Thibault, qu'on a arrêté les deux le travail en 2016, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour co-construire un système alimentaire plus résilient? Vraiment d'une approche positive. C'est vraiment ça qui nous parlait. Puis, Thibault, sachant là, que j'aime vraiment les défis, tout bonnement, un matin d'automne, il m'a lancé le défi de faire un souper gastronomique à partir de déchets. Je ne vous cacherai pas là, que je trouvais ça dégueulasse. Mais j'aime les défis. Puis, après 5 minutes, j'ai vraiment sauté dans l'aventure. Puis, pour jouer là, sur le mot de sauter, une semaine après, on a sauté dans les containers derrière des épiceries pour voir là, vraiment qu'est-ce qui se passait. Puis, on a vu qu'il y avait vraiment une quantité de nourriture là, mais ça, on en est conscient. Je ne le dis pas là, pour être moralisateur, mais c'est vraiment la qualité qu'on a vue là qui nous a marqué profondément. Puis cette qualité-là, au final, on ne pouvait pas là, rester insensible à ça. Fait qu'une semaine après, on a pris un café, on a fait un petit post-mortem là-dessus. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est à ce moment-là qu'on a dit, on fait juste une carte d'affaires bidon en 10 minutes, puis on va rencontrer les commerçants juste pour voir, là, tenter le pouls avec eux. Puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une ouverture de leur part en étant en mode solution, très positif. Les gens sont ouverts à nous, puis on a vu qu'il y avait quelque chose à faire là. Puis, en fin de compte, ce que je veux amener, là, c'est que d'une certaine manière, nous, l'innovation, la façon qu'on le voit, là, c'est qu'on voit ça un petit peu comme un jeu parce qu'on ne savait pas où on s'en allait avec ça, on n'avait pas vraiment d'attente. Puis on ne s'est pas mis de barrière à l'entrée, mais on a vu un manque, on a allé comprendre, puis ce manque-là, après ça, est devenu, en fin de compte, une genre d'opportunité identifiée. Puis c'est ainsi de suite qu'on a initié la transformerie en juillet 2017 là, avec deux de nos amis, Marie et Bobby. Et que finalement, là, au bout de tout ça, en partant de notre organisme à but non lucratif, on a lancé un premier projet, les Rescapés, là, en mai 2019, qui est en fin de compte là, vraiment un projet de sensibilisation à la qualité des invendus. Peut-être que vous avez entendu parler, là, mais c'est des produits en fin de compte, on fait des produits, des tartinades sucrées qui s'appellent les Rescapés, qui sont vraiment délicieuses là, parce qu'on prend un produit de qualité, en fin de compte, qui est mûr à point, là, puis on capture ce moment-là dans une conserve. Mais tout ça pour dire que depuis ce temps-là, là, ce projet-là est en route, là, puis on est vraiment heureux de ces premières étapes-là. Excellent. Et donc, continue, oui. Oui, il n'y a pas de problème, excuse-moi, j'avais fini, genre.
OK. Et donc, dans ton historique de la transformerie, tu as été accompagné dans tout ça. Je veux dire, quand je disais tantôt que tu étais un accompagné en série, est-ce que tu peux nous parler de ces éléments-là? Oui, vraiment. En fin de compte, probablement, moi, j'ai été accompagné là, de façon, là, on a été accompagné à 6 reprises. Puis je vous amène pourquoi l'état d'esprit, pourquoi on a été accompagné. Là. Pour nous, c'est tout naturel. Je veux dire, à la transformerie, comme je vous disais, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est l'approche positive par rapport là, au gaspillage alimentaire. Je pense que c'est une des clés du succès de notre projet. Puis cette approche positive-là, elle se définit là, par une collaboration. Ça génère une collaboration du milieu avec qui on travaille, les détaillants alimentaires. Puis le premier travail qu'on a fait au niveau des rescapés, c'était vraiment une démarche collaborative. Puis ça continue comme ça. C'est le même qu'on a bâti le projet. Fait que pour nous, comme je dis, ça a été naturel d'aller vers ça. Puis aussi, le gaspillage alimentaire, c'est un problème, c'est une problématique complexe. On croit vraiment à transformer. Là, c'est quelque chose qui est possible d'enrayer, mais ça ne se fera pas tout seul. Puis pour ça, une des clés pour nous, c'était vraiment de se faire accompagner parce qu'on aime vraiment l'intelligence collective, les idées qui ont été générées, puis on l'a confirmé là, via différents accompagnements. Fait que ça a été vraiment la clé depuis le départ, les différents accompagnements qu'on a eus. Après ça, qu'est-ce que ça l'a permis là, de vraiment l'accompagnement, si je me permets, c'est vraiment de favoriser le développement de notre organisme. C'est de se faire challenger, se faire pointer des angles morts au final là, au niveau de les réflexions qu'on a. Puis je vous cacherai pas, là, sans jouer sur les mots, on se nourrit quand même à ça. Nous autres, on aime ça se faire challenger. Je pense que le projet là, qu'on a parti depuis le début n'est pas un projet qui se veut statu quo. On est vraiment toujours en optimisation, puis ça se veut de l'innovation. Comme je disais tantôt, ça accélère nos réflexions, mais aussi d'une certaine manière, je te le partageais, Jacques, avant aujourd'hui, ça nous permet aussi de prendre des breaks un peu. C'est d'autres gens qui amènent leur cerveau sur le projet. On est une petite équipe, on ne s'en cache pas. Petite équipe, ça veut dire que des fois, beaucoup dans notre assiette, mais ça nous a permis vraiment d'avoir d'autres gens qui se posent la tête sur quoi on travaille avec nous. Ça nous a permis d'aller chercher des expertises du financement aussi, dans le sens de comprendre comment le financement fonctionne. Moi, en toute transparence, au départ, avant la transformerie, j'avais très peu de fait de financement, fait que ça m'a permis aussi de mieux comprendre ce monde-là. Ça nous a permis aussi d'agrandir notre réseau, c'est-à-dire, j'aime souvent dire la toile d'araignée qu'il y a derrière nous, sans dire que c'est un filet, là. C'est toute la toile d'araignée qui s'est développée, qu'aujourd'hui nous permet d'avoir accès à plein de gens pour nous aider, des ressources. C'est vraiment incroyable. Là. Ça nous surprend à chaque fois qu'on en parle au sein du projet. Ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs pour échanger. Puis aussi, bon, on ne s'en cachera pas, de la visibilité. Là, je veux dire, on a quand même eu une belle visibilité au travers des accompagnements qu'on a eus. Après ça, je pense que l'autre truc, tu sais, genre, tu me permets, puis on avait parlé ensemble, je vais regarder pour partager mon écran. Parce que je vais vous montrer, en fin de compte, un petit peu la ligne du temps de notre accompagnement, des accompagnements qu'on a eu depuis le début. Je pense que le visuel est quand même intéressant là, à voir. Nous, en fin de compte, je vous disais, là, on a été depuis le début accompagnés. L'organisme a vu le jour en juillet 2017. Fait que dès décembre 2017, on a été accompagnés par PME Montréal. Ah oui, on voit maintenant la présentation. Là. Oh! Et on a perdu Guillaume. Wow, ça c'est pas mal. OK. Évidemment, quand Guillaume parle d'être accompagné, on a vu rapidement son graphique. Quand je vous disais que c'est un accompagné en série, c'est clairement ça. Ah, Guillaume, tu es de nouveau parmi nous. Ouais, désolé, je comprends pas pourquoi ça l'a coupé. J'ai essayé de partager mon écran, mais ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. L'important, c'est que je vous partage un peu comment ça a fonctionné. En fin de compte, les 6 accompagnements qu'on a eus depuis décembre 2017, on a été accompagnés par PME Montréal, autant pour le prédémarrage que le démarrage. Ça a vraiment permis de pas être, en fin de compte, structuré rapidement, prioriser les actions, avoir accès du financement, vraiment un levier qui a été important pour nous. Après ça, c'est une note plus personnelle, mais c'est important, je pense, de le mentionner. Il y a l'aspect réseau M qui s'appelle aujourd'hui Réseau Mentorat, du mentorat d'affaires. Moi, personnellement, j'ai un mentor depuis février 2018.
Je crois que c'est important d'en parler parce que souvent, on ne parle pas du bien-être de l'entrepreneur. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Porteur de projet principal, d'avoir quelqu'un pour amener des réflexions, jaser ouvertement, sans tomber dans l'opérationnel. Si vous avez le goût, vous êtes un entrepreneur, puis vous n'avez jamais eu accès à ça, je vous le conseille vivement. Très, très pertinent. Aussi, on a été accompagné d'octobre 2018 à avril 2019 par une belle gang Matière Brute quand on était en amont là, des dernières étapes de vouloir lancer le projet Les Rescapés. On a, en fin de compte, travaillé avec une gang Matière Brute via un financement d'Emploi Québec pour vraiment définir les actions pour arriver là, à vraiment partir rapidement les rescapés avec un plan d'action, mais aussi s'assurer de faire un arrimage de la vision stratégique qu'on a défini au départ avec les membres fondateurs, mais qu'on voulait mettre aligné avec le conseil d'administration qui venait d'être élu. Par la suite, en janvier 2019 à juin 2019, on a participé à une cohorte qui s'appelle Accélération d'Impact 8 avec, en fin de compte, l'espace collaboratif de travail l'Esplanade. Ce que ça nous a permis de faire à ce moment-là, c'est que pendant que les rescapés avaient commencé, à un certain moment, là, c'était juste un petit peu avant de commencer les rescapés, mais le projet d'accompagnement après ça, je veux dire, était en parallèle. Ça nous a permis de travailler sur une autre intuition qu'on avait parce que les rescapés, c'est une première étape, mais dans un deuxième temps, nous, on veut avoir le plus grand impact possible par rapport à la réduction du gaspillage alimentaire. Puis par rapport à Impact 8, c'est-à-dire d'aller valider où ce qu'on pourrait avoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le plus grand impact. On est allé valider des choses-là, travailler avec le terrain, les détails alimentaires, puis je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que ça nous a amené. Et par la suite, là, les deux derniers accompagnements, c'est depuis juillet 2020. Premièrement, on a un coaching de gestion là, via un autre financement d'Emploi Québec avec Vectis qui nous accompagne dans une structuration parce qu'on est vraiment dans une croissance au niveau des rescapés, mais aussi on est en train de structurer l'organisme, d'embaucher des gens. Ça se fait quand même rapidement. Puis on est en train d'arriver à un plan d'action, finaliser les grandes lignes d'un projet pilote pour 2020, pour 2021 pour un deuxième projet. Et c'est là que ça m'amène au dernier accompagnement, là, encore Impact 8, mais une nouvelle thématique, là, ça s'appelle Reconnect, avec un groupe, une cohorte qui est sur la transformation du système. C'est de dire qu'est-ce qu'on a validé en amont dans le parcours accélération, comment on peut le transiger là, dans un plan d'action concret qui va nous amener, là, comme je vous disais, à un projet pilote de 2021. Fait que c'est les 6 accompagnements qu'on a eus. C'est pour ça, Jacques, là, tu disais qu'on était des céréales accompagnés. Là. Je pense que c'est vrai. Je n'y ai jamais pensé de même. Je trouvais ça drôle, puis je pense que c'est vrai. Puis c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on est rendu ce qu'on est, puis on a pu vraiment accélérer. Mais je remarque que vous n'avez eu aucun accompagnement lié directement à votre principale activité qui est la cuisine, parce que je veux dire, la transformation de produits, c'est ton domaine d'expertise à toi. Donc, la transformerie est d'aller chercher un accompagnement pour tous les autres champs de compétences qui n'étaient pas ceux qui vous sont spécifiques. Non, c'est ça. C'est sûr qu'on a eu des gens autour de nous avec des expertises que moi, je connaissais déjà, qui sont venus de façon là, pro bono nous aider. Un peu la toile d'araignée, je parlais, pour renforcer l'expertise qu'on avait au niveau de la transformation. Mais après ça, vu qu'on s'en va vers un deuxième projet qui se veut plus travailler, là, en fin de compte, avec les commerçants, c'est-à-dire on veut faciliter la réduction du gaspillage alimentaire dans leur structure, chez les détaillants eux-mêmes. Puis ça ne sera pas obligatoirement là, de la transformation. C'est pour ça qu'on est allé voir à l'extérieur aussi pour vraiment travailler sur cette réflexion-là. Mais aussi, ça va nous amener à aller chercher des expertises qu'on n'a pas, nous, à l'interne. OK, wow, excellent. Et dans ce sens-là, ce que je comprends aussi, c'est que le principe d'aller dans des cohortes d'accompagnement a aussi permis de rencontrer d'autres entrepreneurs, de rencontrer des mentors, des experts dans leur domaine d'expertise qui restent un peu disponibles à vos demandes après. Ben oui, c'est sûr. C'est veux pas, nous, un truc qu'on valorise au sein du projet, c'est toutes les relations humaines. Puis c'est des gens qui avaient à cœur notre projet, qui ont travaillé avec nous. C'est des gens de qui on est resté près. Il y a des gens qui nous aident encore aujourd'hui. Puis aussi, c'est des points de contact des fois pour trouver d'autres gens pour nous aider. Fait que tout ça permet aujourd'hui là, de vraiment faciliter notre action. Excellent. Alors, ben, merci beaucoup, Guillaume. C'est vraiment intéressant.
Alors, on voit qu'on a deux entrepreneurs qui ont vraiment des vécus très différents. Et si les gens qui sont présents, j'allais dire dans la salle, oui, façon de parler, veulent poser des questions, posez vos questions dans le chat. Et Nadia, si tu veux bien me relayer tout ça, je vais pouvoir les prendre et les poser à nos entrepreneurs et aussi à notre directrice de l'entrepreneuriat qui va peut-être qui va avoir la première question. Géraldine, dites-moi, dans tout ce principe-là, parce que là, Guillaume en parlait, on veut aller vers des transformations de système. Hein, on veut un peu changer la manière dont on consomme de manière générale en tant que citoyen. Les institutions, on a vu, le gouvernement du Québec a amené une nouvelle politique un peu d'autonomie alimentaire dans les institutions, les hôpitaux, le système d'éducation. Lorsqu'on parle d'un changement de système auprès et qu'on inclut le citoyen là-dedans, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de sensibilisation, il y a un paquet d'enjeux qui viennent s'intégrer à ça. Quelle est votre idée là-dedans? Avez-vous une pensée sur comment est-ce qu'on peut intégrer ce genre d'enjeux-là dans le quotidien des Montréalais? Je sais que c'est une question... c'est une sacrée question, mais je l'aime pareil. Mais en fait, c'est toute l'approche de l'innovation sociale où toutes les parties prenantes doivent être autour de la table quand on veut vraiment transformer et changer quasiment une culture, là, sans faire de jeu de mots, mais on peut pas, le citoyen ne peut pas le faire tout seul, l'entreprise privée ne peut pas le faire tout seul, les institutions publiques non plus, la recherche, quelqu'un parlait de la recherche, là, très important aussi, la recherche universitaire ou autre, là. Mais tous ces piliers-là, pour moi, doivent être réunis ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on appelle les processus d'innovation sociale où toutes les parties prenantes doivent être autour de la table pour vraiment qu'il y ait un changement de fond finalement. Donc, ça s'applique. Là, on parle du bioalimentaire, du gaspillage alimentaire, par exemple, mais c'est toutes les problématiques pourraient être traitées de cette manière-là. Donc, nous, à la Ville, on a une petite cellule là d'innovation sociale et j'aime ça l'appeler, oui, on a l'économie sociale, mais on a l'innovation sociale et c'est pas seulement les entreprises d'économie sociale qui font partie de l'histoire. Pour nous, c'est aussi les entreprises, les Inc., en fait, à impact social également qui doivent faire partie de l'équation. Donc, notre approche, c'est vraiment d'identifier des problématiques et d'essayer au maximum de mettre les gens, toutes les parties prenantes autour de la table et après trouver une solution, on ne prétend pas l'avoir, ok? Et à partir de là, mettre en place des programmes pour soutenir en fait la solution. Donc, c'est notre vision. Là, on est en train de réfléchir pour un secteur dont je ne peux pas vous parler encore actuellement, mais c'est l'approche qu'on préconise en priorité. Je vous dirais aussi l'accompagnement. Souvent, on dit l'aide, ça doit passer par de l'argent, par des fonds, par des subventions. J'ai beaucoup aimé votre intervention, Guillaume. L'accompagnement, parfois, vaut bien plus qu'une somme d'argent. Les deux, c'est encore mieux des fois, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'accompagnement, c'est vraiment la boussole. Là, ça vient challenger, mais en même temps, ça vient faire gagner du temps à l'entrepreneur qui ne sait pas où aller. On a toujours le rêve de faire un portail, un guichet unique, hein, pour que les entrepreneurs puissent avoir toute l'information, mais c'est très difficile électroniquement d'avoir cette information toujours mise à jour. Donc, on a besoin de l'écosystème pour accompagner et diriger en fait les entrepreneurs, les conseiller. Le réseau de mentorat aussi, il ne faut pas l'oublier. Et on a un écosystème tellement riche, là, il faut que les entrepreneurs n'hésitent pas à se tourner vers ces ressources-là qui sont très souvent gratuites ou des fois, il y a un petit montant qui est demandé auprès de l'entrepreneur, complété par des subventions, des aides. Mais en général, c'est abordable. Enfin, Guillaume pourrait nous le dire. Il me semble que oui. Wow. Merci beaucoup, Géraldine. C'est vraiment intéressant parce qu'en même temps, j'ai l'impression que vous nous parliez tout à l'heure peut-être dans vos études des problématiques de gouvernance ou de coopétition qu'il y avait entre les différents acteurs. Hein. Effectivement, si on réunit l'ensemble des parties prenantes, ils n'auront pas le choix de collaborer ensemble ou du moins de discuter, ce qui est déjà un premier pas vers une coopération. Tout à fait, tout à fait. Puis ça prend des fois des instances peut-être plus neutres pour essayer de ramener tout le monde ensemble, mais on ne prétend pas que la ville puisse être le seul à le faire non plus. Mais je pense que c'est une de nos forces, là, d'essayer de pouvoir mobiliser les gens, de pouvoir les faire asseoir autour de la même table. Pas toujours facile, hein, mais… Non, tout à fait. Ça a généré quelques questions. Votre mention de la cellule d'innovation sociale,
de nos quelques spectateurs, auditeurs souhaiteraient savoir un peu qui est là-dedans. Est-ce que les travaux qui sont faits là peuvent être rendus publics? Est-ce qu'il y a des publications qui sont faites? Donc, en savoir un peu plus sur cette cellule-là d'innovation sociale. Oui, sur les travaux, je peux pas aller plus loin sur les travaux présentement, mais je dirais que dans l'équipe, on est un groupe d'employés à la base, en fait, avec cette approche-là. Jusqu'à présent, on avait une équipe constituée qui travaillait uniquement sur l'économie sociale. Et en fait, quand on a lancé notre stratégie de développement économique et nos plans en entrepreneuriat avant la COVID, on s'est dit, ça peut pas être juste, et je m'excuse là, c'est pas juste l'économie sociale. L'économie sociale, c'est extraordinaire, mais on voulait parler d'innovation sociale. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a recruté même une personne additionnelle. On a un chef d'équipe qui est impliqué aussi là-dedans. Donc, c'est des ressources humaines qui sont maintenant dédiées concrètement, en fait, à ça. Donc maintenant, c'est faire atterrir les projets et puis très hâte de vous en parler prochainement. Alors, avant de terminer, n'oubliez pas que cette série fait partie d'une série de 3. Donc, il y a 2 conférences aussi qui ont été organisées par Récolte et qui fait partie de Nourrir l'innovation. Donc, voici, vous avez qui vont être enregistrés, qui vont faire partie du canal YouTube de SIAL. Vous avez vos coordonnées qui sont là si vous souhaitez collaborer avec nous ou si vous souhaitez en savoir plus. Et pour ceux qui sont intéressés, nous lançons aujourd'hui un programme d'incubation pour les initiatives, les projets en démarrage, en pré-démarrage, en idéation, en agroalimentaire. Donc, le programme dont Géraldine parlait, qui est financé par la Ville de Montréal. Allez voir sur le site de Récolte et de l'Esplanade. Nous allons mettre en ligne dans les prochains jours les formulaires d'inscription. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir ça. On va monter une cohorte qui va commencer en janvier 2021, une cohorte de plusieurs entreprises qui vont pouvoir participer et être encadrées pour un accompagnement en impact social pour des projets en agroalimentaire. Alors, Xavier, je vois que vous êtes réapparu. Vous étiez toujours, vous aviez l'oreille collée, mais vous ne voyez pas. Mais non, mais en général, je m'efface face aux personnes qui ont du savoir et j'ai beaucoup encore appris à travers cette conférence. Je dois avouer que toujours intéressant. D'ailleurs, je salue Guillaume, comme je le disais, j'ai pas eu l'occasion de le saluer en direct tout à l'heure puisqu'il n'avait pas pu se connecter, mais nos bureaux, même si avec le Covid, maintenant, ça va être de plus en plus restrictif, sont toujours offerts à la transformerie s'ils en ont besoin. J'ai juste une remarque à faire. Je pense qu'il y avait 2-3 questions qui n'ont pas été répondues, mais je propose à la limite que ces questions soient directement communiquées aux panélistes et avoir des réponses peut-être en direct, parce qu'il y a 2-3 questions très intéressantes qu'on aurait pu traiter. Le temps tourne, il est 17h30 bientôt, donc il va falloir qu'on ferme la conférence. Donc, je voudrais vous remercier encore, Jacques, pour le rôle de modérateur que vous avez pu avoir. Et j'aimerais encore remercier évidemment Géraldine, Shirley et Guillaume. C'est évidemment quelque chose d'important. On vous remercie tous pour votre support. C'est une nouvelle forme de continuer à faire des affaires et aussi à apprendre. Le SIAL, c'est virtuel cette année, mais l'année prochaine, je vous promets, on fera tout pour que ça devienne aussi du présentiel et ce sera à Toronto. Et comme vous le disiez, Jacques, on aura le rediffusion sur non seulement SIAL TV, mais aussi sur le reste sur le virtuel, sur la partie conférence en rediffusion. Donc, encore une fois, merci à tous de soutenir le SIAL Canada par votre participation. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi. Et à demain, dès 8h, où on a une très belle conférence organisée par Nielsen, si vous voulez y prendre part. Merci à tous.